Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les perspectives économiques pour le quatrième trimestre de cette année 2025. Nous sommes aujourd'hui avec notre chef des investissements, Daniel Varela, pour essayer d'y voir plus clair sur les perspectives sur les marchés, les perspectives économiques pour ces prochains mois. Et les derniers mois d'une année qui s'est révélée quand même assez chargée, notamment depuis que Donald Trump est arrivé à la présidence des États-Unis. Guerre commerciale, un contexte géopolitique assez tendu, et pourtant des marchés boursiers qui font preuve d'une résilience exceptionnelle. Le marché américain affiche cette année 30 records historiques. Et en fin de compte montre une hausse assez marquée depuis le début de l'année, comme les autres marchés boursiers. On va essayer de comprendre un peu pourquoi et qu'est-ce que nous réserve ces derniers mois de l'année. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas durant la présentation à nous envoyer vos questions par chat et nous y répondrons dans la mesure du possible à la fin de cette présentation. Donc, tout de suite, je passe la parole à Daniel. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire. Effectivement, donc vous l'avez bien compris, on va parler pas mal de M. Trump durant cet exposé, mais quand même, la chose que l'on souhaite souligner, c'est qu'effectivement, on est en train de changer de régime aussi bien au niveau économique qu'au niveau des marchés financiers. Ce changement de régime, il tient effectivement à un élément et un facteur majeur, c'est que au niveau de la politique internationale et plus précisément au niveau de la politique commerciale, il y a une nouvelle étape qui va être franchie. On l'a mentionné en introduction, c'est vrai que cette année a été passablement animée par Donald Trump et les tarifs douaniers qu'il a imposés à l'échelle planétaire. Et nous, notre sentiment, c'est que effectivement, ce pic des incertitudes commerciales est passé. Alors, on va encore beaucoup entendre parler de M. Trump, et probablement qu'on entendra beaucoup moins parler de tensions commerciales et de tarifs douaniers. Pour la simple et bonne raison que ces tarifs douaniers, aujourd'hui, sont plus ou moins cristallisés. On avait eu cette annonce choc au moment du Liberation Day, le jour de la libération, comme M. Trump avait décidé de le nommer, donc le 1er avril, un choc vraiment majeur où effectivement l'ensemble des pays, l'ensemble des investisseurs se sont rendus compte qu'on passait dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, le changement est perceptible et vraiment sensible. On peut le constater effectivement sur ce graphique. On voit qu'il faut retourner quasiment un siècle en arrière pour avoir des droits de douane aussi élevés au niveau des États-Unis. Donc des droits de douane sur tous les produits qui rentraient sur le sol américain. Jamais on a eu des droits de douane aussi élevés. Aujourd'hui, comme je le disais, les niveaux de droits de douane se sont cristallisés. Ils se sont stabilisés aux alentours, on va dire, entre 17 et 18% à l'échelle mondiale, donc on va dire en moyenne mondiale. Donc, je le rappelle, c'est des produits qui rentrent sur le sol américain et qui sont affublés en moyenne aujourd'hui de droits de douane de l'ordre de 17 à 18%. Donc, c'est vraiment une très forte augmentation par rapport aux 10, 20, 30, voire même 50 dernières années où on avait quasiment des droits de douane qui étaient quasiment nuls pour les exportations qui partaient en direction des États-Unis. Donc, c'était une nouvelle majeure cette année qui a beaucoup été commentée, qui a eu de gros impacts sur l'économie et sur les marchés financiers. Nous, pour ceux qui ont suivi ce webinaire, les webinaires précédents que l'on a fait tout au long de l'année, vous avez sans doute noté qu'on a gardé notre calme dans ce contexte-là, pour la simple et bonne raison que l'on a estimé qu'on se trouvait dans une situation qui était assez loin de celle qu'on avait connue il y a un siècle,
la dernière fois où on a observé une forte poussée du protectionnisme à l'échelle internationale. Ce que l'on avait noté effectivement dans les années 30, c'est que les droits de douane qui avaient été fortement augmentés par les États-Unis avaient été le prélude à une forte augmentation des droits de douane à l'échelle internationale. On avait assisté à de nombreuses représailles. Les pays, et notamment en Europe, aux États-Unis, qui se répondaient à coup d'augmentation de droits de douane, et ça avait eu un impact majeur sur l'économie mondiale avec un très fortement ralentissement à la clé. On n'a pas assisté à ce contexte de cette année. On a plutôt assisté à un pays dominant, les États-Unis, qui impose des droits de douane et la plupart des partenaires commerciaux, excepté éventuellement la Chine, qui se sont couchés face à cette augmentation des droits de douane et en l'absence de représailles, l'impact économique à l'échelle planétaire a été mitigé. En tout cas, le pire a été évité. Donc dans ce fameux engrenage qui aurait pu se mettre en place, dont personne, aucun des pays n'aurait été gagnant. Aujourd'hui, effectivement, on pense qu'on va beaucoup moins parler de droits de douane. Comme je le disais, ces droits de douane probablement se stabilisent à ces niveaux-là. Ils vont se cristalliser et on passe à autre chose, que ce soit au niveau économique ou au niveau des marchés financiers. C'est vrai que le nouveau régime qui commence à s'instaurer, c'est un régime où on va beaucoup parler de politique monétaire. Donc, la politique monétaire, c'est quelque chose qui est important pour l'économie, c'est quelque chose qui est important pour les marchés financiers. Et là, on rentre dans un cas de figure où la Réserve fédérale américaine, qu'on appelle communément la Fed, a recommencé à baisser les taux, recommencé à baisser ses taux donc la semaine dernière, après une pause de plusieurs mois. Et ça, c'est quelque chose qui est un événement majeur. Pourquoi la Banque centrale américaine se permet de baisser les taux? C'est que son analyse, c'est qu'au niveau de l'inflation, donc la Réserve fédérale a un double mandat. Premièrement, essayer d'éviter que l'inflation s'installe, donc viser la stabilité des prix. Or, compte tenu de ce contexte de droits de douane qui augmente, forcément, il va y avoir un impact sur l'inflation aux États-Unis. Mais la Banque centrale américaine juge que cet impact, ce rebond, ce sursaut de l'inflation aux États-Unis auquel on va assister ces tout prochains mois, il devrait être passager pour différentes raisons. C'est que c'est un impact limité, c'est en une seule fois. Les droits de douane augmentent une seule fois et il n'y a pas de droits de douane, de hausse supplémentaire de droits de douane qui est prévue dans les prochains mois. Et donc, ça devrait avoir un impact limité. Ce d'autant plus qu'à l'échelle planétaire, on est plutôt dans une situation où l'inflation ralentit. Ce tableau, il est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on appelle communément un heatmap, donc un tableau où quand c'est en rouge, eh bien ça se réchauffe et quand on est en bleu, eh bien ça se refroidit. Qu'est-ce qui se réchauffe, qu'est-ce qui se refroidit? Dans le cas présent, c'est l'inflation. Donc quand on a une situation où on est dans le rouge, eh bien l'inflation dérape à la hausse. Et quand on est dans le bleu, eh bien l'inflation se refroidit et on a plutôt, de manière tendancielle, une inflation qui baisse et qui passe en dessous de la moyenne des derniers mois. On observe effectivement que en 2023, au sortir de la période de Covid, on se souvient aussi au moment de l'éclatement de la guerre en Ukraine, l'inflation s'est installée à l'échelle planétaire et quasiment tous les pays, on était dans le rouge parce que l'inflation dérapait fortement à la hausse. Aujourd'hui, on est dans une situation assez différente, à l'exception de quelques pays qui sont encore un peu dans le rouge, les États-Unis, mais la Fed et nous-mêmes estimons que c'est quelque chose qui est assez temporaire, le Royaume-Uni, mais la plupart des pays, on est plutôt dans un contexte de modération, refroidissement de l'inflation. On voit que le bleu a repris le dessus à l'échelle internationale. Et ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe en Asie, notamment en Chine, mais pas uniquement en Chine. Dans la plupart des pays asiatiques, on est dans le bleu. Pourquoi c'est important? C'est que les pays développés importent énormément de produits en provenance d'Asie. Or, quand il y a une situation de désinflation en Asie, et notamment en Chine, mais pas uniquement en Chine, eh bien, ça veut dire que les prix qu'on importe, les produits qu'on importe depuis cette région asiatique, eh bien, sont plutôt dans une trajectoire à la baisse. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui va avoir un impact sur les prochains mois, sur les prochains trimestres, une inflation
qui va avoir tendance à se modérer, y compris dans les pays développés, certains pays développés qui connaissent un petit dérapage de l'inflation, à l'exemple des États-Unis. Tout ceci, ça dépeint un tableau assez favorable au niveau des banques centrales. De nombreuses banques centrales ont déjà jugé depuis plusieurs mois que le pic de l'inflation qui avait été provoqué par le Covid, par la guerre en Ukraine, ce pic, il est derrière nous et qu'il y a la possibilité effectivement de normaliser les politiques monétaires en abaissant les taux d'intérêt. Donc la Banque centrale européenne a procédé à des baisses de taux d'intérêt, de nombreuses baisses de taux. La Banque nationale suisse a également baissé à de nombreuses reprises les taux pour aujourd'hui atteindre des taux qui sont à 0%. Manquait à l'appel la Banque centrale américaine, la Fed, qui effectivement après trois baisses de taux a fait une longue pause. Elle a jugé effectivement qu'il y avait un risque de rebond de l'inflation lié à l'arrivée au pouvoir de M. Trump et à la volonté d'instaurer des droits de douane. On voit que donc depuis tout récemment, elle a recommencé à baisser ses taux d'intérêt et selon nous, ce n'est pas la dernière baisse de taux d'intérêt qui sera annoncée par la Réserve fédérale. Aujourd'hui, on se situe à des taux d'intérêt directeurs, des taux directeurs aux États-Unis de l'ordre de 4%. L'inflation après un rebond qui devrait se situer aux alentours de 3, 3,5%. Ce qui est attendu, c'est que l'inflation aux États-Unis retourne vers un niveau normalisé, on va dire aux alentours de 2 à 2,5% d'inflation dans les prochains trimestres. Et un contexte où on a des taux directeurs de la Réserve fédérale à 4%, alors que l'inflation devrait se stabiliser aux alentours de 2 ou 2,5% d'ici quelques mois, c'est jugé comme une politique monétaire trop restrictive. Et donc, il y a cette possibilité, il y a une marge de manœuvre pour la Banque centrale américaine de baisser ses taux d'intérêt compte tenu du fait que, après ce sursaut passager de l'inflation aux États-Unis, l'inflation devrait s'orienter à nouveau à la baisse assez rapidement. Et ça, c'est vrai que pour la Banque centrale américaine, le recul de l'inflation, c'est important, mais ce n'est pas le facteur et l'unique facteur déterminant. Bien entendu, la Réserve fédérale a suivi de très très près ce qui se passait au niveau de l'économie américaine, mais également au niveau de l'économie mondiale, les différentes mesures qui ont été annoncées avec Trump, quel impact ça a au niveau de l'économie américaine surtout. Et c'est vrai que ce qui a été observé par les investisseurs, mais de manière probablement plus précise par la Banque centrale américaine, c'est que l'incertitude provoquée par ces différentes politiques de M. Trump et notamment ses attaques au niveau commercial à l'égard des autres pays, ça a provoqué effectivement beaucoup d'incertitudes au niveau de l'économie américaine et donc des entreprises qui, face à cette incertitude-là, ont décidé de geler les embauches. Et on constate effectivement que sur ce graphique, on voit à quel point donc les créations d'emplois, les créations de nouveaux postes de travail ont fortement reflué sur les derniers mois, au point qu'aujourd'hui, on est au point mort. L'économie américaine, sur les tout derniers mois, n'a plus créé de nouveaux postes de travail. Et là, ça, c'est une statistique qui est suivie de très près par la Banque centrale américaine, qui, contrairement à peut-être à d'autres banques centrales, et notamment européennes, la Banque centrale américaine a un double mandat. C'est d'assurer le plein emploi dans un contexte de stabilité des prix. Et donc, c'est vrai que cette glissade au niveau des créations d'emplois, pour la Banque centrale américaine, elle a jugé qu'il fallait d'étendre un petit peu sa politique monétaire et procéder à une première baisse de taux qui sera suivie par d'autres pour s'assurer effectivement que l'absence de création d'emplois ne se traduise pas d'ici quelques mois par des destructions d'emplois qui pourraient avoir un impact négatif du point de vue économique. La bonne nouvelle, c'est qu'on estime que cette détérioration du marché du travail est temporaire, qu'elle est beaucoup liée effectivement aux incertitudes qu'il y avait par rapport à la politique de M. Trump, surtout au niveau des droits de douane et à cette
guerre commerciale. Et maintenant que, quelque part, les choses se calment, que la poussière retombe, en tout cas en ce qui concerne la politique commerciale des États-Unis, on peut imaginer que dans les prochains mois, durant les prochains trimestres, les entrepreneurs, les entreprises, les sociétés seront à nouveau encouragés à créer de nouveaux postes de travail. La bonne nouvelle, c'est que à ce jour, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup commenté donc durant les différents webinaires qu'on a organisés cette année, mais également dans les différentes rédactions que l'on a distribuées à nos clients tout au long de l'année, c'est qu'on a jugé que l'économie américaine, en l'absence d'une guerre totale au niveau commercial à l'échelle planétaire, l'économie américaine se serait montrée résiliente dans ce contexte, tout simplement parce qu'aujourd'hui, malgré cette détérioration, légère détérioration au niveau du marché de l'emploi, la consommation des ménages, elle a plutôt bien tenu. On le voit sur ce graphique. Là aussi, c'est un graphique qu'on a déjà montré à l'occasion d'autres webinaires. Ce qui est important dans ce graphique, c'est le détail, la composition du PIB, donc du produit intérieur brut américain, donc de la croissance américaine. Et en fait, on répartit cette croissance américaine en fonction de grands blocs qui portent la croissance ou qui détériorent la croissance américaine. Et ces grands blocs, donc vous pouvez le constater sur ce graphique, on a les dépenses du gouvernement, les investissements des entreprises en vert, l'impact du commerce, donc les exportations nettes, donc les exportations déduites des importations, le changement au niveau des inventaires, est-ce qu'on restocke, est-ce que les entreprises augmentent les inventaires ou réduisent les stocks. Ça, tous ces composants-là ont un impact sur l'économie américaine et il y a également l'impact qui est dicté par la consommation des ménages. Ce que l'on constate, c'est que ces différents postes de la croissance américaine, souvent ils sont positifs, ils contribuent à la croissance américaine, et parfois ils sont en négatif, c'est-à-dire qu'ils péjorent la croissance américaine. Il y a un poste qui, de manière irrémédiable, est en positif. Le plus souvent, en l'absence d'une période de crise, c'est le poste de la consommation des ménages. Et ça, donc on le voit sur les 15 dernières années. Et donc, nous, on a des statistiques qui montrent que sur 20, sur 30, sur 40 ans, eh bien, en l'absence d'une crise, la dernière crise, c'était au moment du Covid. Avant cela, on avait eu la crise de 2008. Si on remonte encore, c'était donc la crise de 2001 avec l'éclatement de la bulle technologique. En absence d'une crise financière ou d'une forte récession, généralement, on a des ménages qui ont tendance à consommer aux États-Unis et qui n'ont pas pour habitude de réduire leur consommation lorsque tout va bien au niveau économique. Et on constate que, eh bien, ce trait bleu clair, il est resté en positif sur les derniers mois, malgré effectivement ce contexte politique, malgré les décisions de M. Trump qui effectivement avait tendance à péjorer le climat des affaires aux États-Unis. Pourquoi? Comment on explique effectivement que cette consommation des ménages est restée en positif? Tout d'abord, malgré effectivement ce refroidissement au niveau du marché de l'emploi, il faut rappeler que le taux de chômage aux États-Unis est pas très loin des plus bas historiques, aux alentours de 4,2, 4,3%. Certains économistes estiment que c'est quasiment un seuil de plein emploi. Donc, les ménages sont plutôt dans une situation où ils ne craignent pas pour la solidité de leur job. Il faut aussi mentionner que les salaires ces dernières années ont eu une trajectoire positive, avec une croissance assez forte qui ralentit, mais qui reste quand même sur une croissance très positive. Et ça a tendance à rassurer les ménages. Et puis, il y a l'effet de richesse, le fameux effet de richesse. Aujourd'hui, les consommateurs américains, soit au travers de leurs biens immobiliers, parce que la plupart des ménages américains sont propriétaires de leurs biens immobiliers, dont la valeur a passablement augmenté sur les 10 ou 15 dernières années, mais également au travers de leur portefeuille investi en bourse. Quasiment tous les ménages américains, en tout cas, on va dire les classes moyennes et plus, sont investis en bourse, notamment au travers de leur caisse de retraite. Et ça, c'est un effet de richesse, tout simplement parce que là aussi, la bourse américaine a eu tendance à monter ces dernières années. Entre l'effet de richesse perçu sur la bourse, mais également sur la valeur de leurs biens immobiliers,
c'est une situation que les ménages américains ont estimée suffisamment confortable pour continuer à dépenser, malgré effectivement ces petites turbulences que l'on a vécues durant les 9 premiers mois de l'année par rapport à ces politiques de M. Trump qui ont été annoncées. La zone euro a également plutôt bien résisté. Donc, ces indicateurs mesurent le climat des affaires. Donc, c'est des sondages qui sont faits auprès d'entreprises, soit dans le secteur manufacturier, soit dans le secteur des services. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu pas mal de doutes. Donc, en 2023, c'était le choc inflationniste, puis quand même encore pas mal de doutes en fin d'année dernière. Mais ce que l'on constate, c'est que sur les derniers mois, ces indicateurs sont en train de se redresser. Ils sont repassés au-dessus de la barre de 50, où on estime que ces indicateurs de climat d'affaires pointent plutôt sur une expansion de l'économie, une croissance économique, alors que quand on est en dessous de la barre des 50, c'est plutôt une situation où on assiste à une contraction. On voit que le secteur manufacturier sort d'une période extrêmement difficile, après le Covid et la crise ukrainienne. Et là, c'est un climat des affaires qui est en train de se redresser, qui devrait encore continuer dans la restauration. Le redressement devrait se poursuivre encore ces prochains mois pour différentes raisons. Je l'ai mentionné, donc ces droits de douane sont cristallisés. Maintenant, les entreprises savent à quoi s'attendre en matière de droits de douane. Et puis, on a différents plans de relance à l'échelle de la zone euro, notamment du côté de l'Allemagne, mais également à l'échelle de l'Union européenne, qui devrait soutenir la croissance sur les prochains mois. Alors, c'est vrai que M. Trump n'a pas ménagé la Suisse au niveau des tarifs douaniers. On est parmi les pays les plus lourdement pénalisés au niveau de leurs exportations, avec les fameux 39% de droits de douane en direction des États-Unis. Alors forcément, la Suisse va sentir cet impact lié à cette crise commerciale que l'on traverse avec un de nos principaux partenaires commerciaux, donc les États-Unis. Mais c'est vrai qu'il faut relativiser le poids des exportations en direction des États-Unis dans la somme des exportations suisses. Ce que l'on constate, c'est que déjà les services, on le voit sur ce graphique, les services échappent totalement à ces droits de douane. Alors déjà, premièrement, on n'est pas totalement dépendant des États-Unis. Les États-Unis, ça représente une partie de nos exportations. Les services, comme je le disais, ça échappe aux droits de douane. Ensuite, c'est surtout au niveau des biens, des produits qui sont exportés. Alors, les États-Unis, on voit, c'est donc sur ce fameux camembert, c'est une partie du camembert. C'est ce qui figure en ciel bleu, couleur ciel bleu. Et ce qui est assuré, c'est les produits qui ne seront pas frappés de droits de douane. Certains produits échappent à ces droits de douane, et notamment, pour l'instant, les produits pharmaceutiques. Alors, il y a beaucoup de questions, d'interrogations par rapport aux produits pharmaceutiques. Est-ce qu'ils vont encore échapper longtemps au niveau à des droits de douane? Les derniers développements, notamment qui se sont produits durant la nuit, semblent se diriger vers des accords entre les entreprises pharmaceutiques et l'administration américaine pour faire des rabais sur les prix des produits et des médicaments pour échapper à ces droits de douane. Donc, il y a eu un premier accord avec la société Pfizer, société américaine bien entendu, mais donc un accord dont pourrait s'inspirer la plupart des entreprises européennes et notamment suisses, qui permettrait effectivement de minimiser l'impact des droits de douane sur l'économie suisse. Et donc, si on écarte effectivement ces produits qui échappent aux droits de douane, ça limite quand même pas mal l'impact des droits de douane sur des exportations suisses et sur l'économie suisse. En gros, ça va être beaucoup l'industrie de précision, la machine-outil et puis bien entendu le secteur de l'horlogerie. Ces secteurs-là vont beaucoup souffrir, mais probablement qu'à l'échelle de l'économie suisse, on peut dire que l'économie suisse devrait résister à cette nouvelle crise comme elle a pu résister par le passé à d'autres crises qui sont intervenues. Avec l'espoir encore, même si cet espoir est assez ténu, assez faible, en tout cas en ce qui nous concerne, que potentiellement le Conseil fédéral réussisse à réduire ces fameux 39% et obtienne des conditions plus favorables.
Un dernier grand bloc économique dont il faut parler, bien entendu, c'est l'Asie et plus précisément la Chine, hein, donc la deuxième plus grande économie à l'échelle planétaire derrière les États-Unis. C'est toujours important de savoir ce qui se passe en Chine pour juger de la destinée de l'économie mondiale. Eh bien, on va dire que du côté de la Chine, la croissance est stabilisée, mais cette croissance est beaucoup stabilisée grâce à l'aide du gouvernement qui n'est pas avare en mesure de soutien pour l'économie pour éviter que la croissance ralentisse trop fortement. Une croissance en Chine qui ne cesse de ralentir sur les dernières années, mais qui devrait encore cette année être aux alentours de 4,5%, voire légèrement plus. Donc ça reste une croissance qui ralentit, mais qui aujourd'hui est encore forte. Pourquoi le gouvernement chinois annonce ces mesures de soutien? Tout simplement parce que du côté de la consommation des ménages, ça, c'est une consommation qui reste totalement en panne aujourd'hui et cette consommation qui est à l'arrêt est provoquée tout simplement, un phénomène qui est provoqué tout simplement par la détérioration du marché immobilier. On voit les prix immobiliers continuent de baisser. Alors, il y a eu des excès qui ont été commis, hein, donc il y a eu probablement une bulle durant la décennie précédente, une bulle des prix immobiliers en Chine. Souvent, lorsqu'on assiste à une bulle, ça prend un certain nombre d'années pour nettoyer les excès commis durant cette bulle et on est en plein dedans. Donc, ça fait quasiment 4 ans que les prix immobiliers baissent, mais après 4 ans, on peut estimer qu'on est probablement proche de la fin de cette période de nettoyage des exagérations commises durant cette bulle immobilière. Et d'ailleurs, on voit que le reflux des prix immobiliers a eu tendance à ralentir sur les derniers mois. On a vraiment besoin que les prix immobiliers cessent de baisser si on veut espérer un redressement de la consommation des ménages en Chine, quelque chose qui ne s'est pas encore produit à aujourd'hui. Alors, on va parler maintenant des marchés financiers. Je parlais de nouvelles séquences, effectivement, pas mal dictées par cette décision de la Réserve fédérale américaine qui décide de rejoindre la plupart des autres banques centrales dans un processus de détente des politiques monétaires. Habituellement, la détente des politiques monétaires, les baisses de taux décidées par les banques centrales, c'est un contexte généralement favorable pour la plupart des marchés financiers. Marché obligataire, on peut dire que habituellement c'est favorable, mais ce à quoi on assiste, c'est qu'on a plutôt une tension, c'est-à-dire la baisse des taux courts, elle ne se traduit pas forcément par une baisse des taux longs. C'est quelque chose à quoi on assiste aux États-Unis, mais également en Europe. En Suisse, les taux longs, donc les taux à 10 ans par exemple, ont déjà passablement baissé. Probablement, il y a peu d'espoir de les voir baisser beaucoup plus, mais souvent, donc, lorsque les banques centrales baissent leurs taux et que les investisseurs anticipent que ça va produire une relance de l'économie, on assiste à une repentification, une augmentation de la pente de la courbe des taux, donc des taux courts qui baissent, mais des taux longs qui restent relativement stables. C'est ce qui nous fait penser que le marché obligataire, les performances devraient rester raisonnables, mais ce n'est probablement pas l'actif qui présente le meilleur potentiel sur les prochains mois ou sur les prochains trimestres. Pour effectivement trouver l'actif ou un des actifs qui présente plus de potentiel, selon nous, il faut se tourner vers les actions, donc vers les bourses, les actifs boursiers. Et là, bien entendu, il faut parler de la valorisation des bourses. Ce que l'on constate, c'est qu'en règle générale, la plupart des bourses planétaires offrent des valorisations, présentent des valorisations qui sont à des niveaux raisonnables. Effectivement, on a assisté sur les dernières années, sur les derniers mois, à des bourses qui avaient tendance à monter. Donc, est-ce que ce contexte de baisse de taux qui s'annonce favorable, est-ce qu'il n'est pas limité par des valorisations qui peut-être seraient déjà un peu trop chères? La réponse, c'est de dire que la plupart des marchés, la plupart des bourses présentent des valorisations plutôt raisonnables, en ligne avec les valorisations qu'on observe quasiment depuis les 35 dernières années.
Aujourd'hui, les valorisations, c'est les losanges en bleu ciel. Et puis la moyenne de ces 35 dernières années, c'est les barres horizontales en vert. Et puis l'histogramme que l'on peut voir sur ce graphique, c'est les intervalles de fluctuation de ces ratios de valorisation durant les 35 dernières années. Alors bien entendu, ça n'échappe à personne que la valorisation de la bourse américaine est la plus élevée. Aujourd'hui, effectivement, donc, elle présente une valorisation plutôt dans le haut de la fourchette de ces 35 dernières années. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Peut-être un peu. Nous, c'est quelque chose qui nous fait penser que ça limite un petit peu le potentiel haussier sur la bourse américaine, mais ça ne l'empêche pas. Tout simplement parce que quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces ratios de valorisation, c'est une donnée un peu figée. Comment on interprète ces ratios de valorisation? Le ratio le plus connu, c'est le ratio cours-bénéfice. En gros, lorsque vous achetez une action qui présente une valorisation de 25 fois les bénéfices, en gros, ou 23 fois les bénéfices comme aujourd'hui aux États-Unis, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour récupérer votre mise, il faut attendre 23 années de bénéfices. En comparaison, bien entendu, des bourses qui offrent des valorisations qui sont plutôt entre 12 et 15, ça veut dire qu'on récupère sa mise sur les autres pays, sur les autres bourses, de manière beaucoup plus rapide qu'aux États-Unis. Mais, comme je le disais, ça c'est un ratio qui est figé. Ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que les bénéfices vont rester stables sur les 15 ou sur les 25 prochaines années. Or, ça n'arrive jamais. La bourse et l'économie fait que les bénéfices des entreprises évoluent. Lorsque l'économie va mal, les bénéfices ont plutôt tendance à ralentir. Et lorsque l'économie est plutôt dans une phase haussière, qui est notre scénario pour les prochains mois, pour les prochains trimestres, une réaccélération de l'économie américaine, mais également mondiale, eh bien, les bénéfices des entreprises ont tendance à croître. Et ce qui veut dire que si les bénéfices progressent, eh bien, on va récupérer nos mises beaucoup plus rapidement que les fameux 22 ans ou 15 ans auxquels on s'attend par rapport à l'explication de ces fameux ratios cours-bénéfices. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que les États-Unis, ce n'est pas pour rien que c'est la bourse qui présente la valorisation la plus élevée. Tout simplement parce que on est sur une trajectoire où les bénéfices des entreprises aux États-Unis affichent la croissance quasiment la plus forte. Donc les États-Unis, sur les dernières années, encore cette année, c'est une bourse qui rivalise avec les marchés émergents pour effectivement proposer la croissance la plus forte au niveau des bénéfices des entreprises. C'est beaucoup lié, bien entendu, au secteur de la technologie qui affiche des taux de croissance relativement élevés, mais ce n'est pas uniquement lié au secteur de la technologie. On peut effectivement donc tabler sur une bourse américaine qui certes a des valorisations plus élevées que les autres marchés, mais qui, en tout cas en partie, ces valorisations sont justifiées par le fait que les bénéfices ont une croissance nettement plus forte que la plupart des pays développés en tout cas, voire même que certains pays émergents. Et donc ça, c'est quelque chose qui justifie sans doute ces valorisations un peu plus élevées du côté des États-Unis. Donc les valorisations, sujet à suivre, mais pas forcément un sujet d'inquiétude immédiat. Donc on est dans ce contexte habituellement porteur pour les bourses, et notamment pour la bourse américaine, où on assiste effectivement à une réserve fédérale américaine qui coupe ses taux d'intérêt. On l'avait vu dans des webinaires précédents, on est en plus dans une situation où la plus favorable, une réserve fédérale qui coupe ses taux tout simplement parce que l'inflation est en train de refluer et pas parce qu'il y a un souci économique. Donc ça, c'est habituellement quelque chose qui est assez porteur. Ce graphique, il montre également qu'on est dans une situation porteuse. C'est un graphique qui là aussi, analyse les différents cycles boursiers dans le monde et qui aboutit à cette conclusion que je viens de mentionner, savoir que ce cycle boursier, grâce à cette nouvelle phase de baisse de taux de la part de la Banque centrale américaine, eh bien ce cycle boursier, il a de grandes chances de se poursuivre. Comment on interprète ce graphique? C'est un graphique qui mesure la performance
de la bourse américaine une fois que la Banque centrale recommence à baisser ses taux après avoir fait une pause. Et ce que l'on constate, c'est que depuis le début des années 70, à chaque fois que la Banque centrale américaine était dans une phase de baisse de taux, elle a eu des doutes, elle a fait une pause et elle recommence à baisser des taux. Qu'est-ce que ça a donné comme performance pour la bourse américaine? Donc, c'est le trait bleu en moyenne historique. Après le moment où la Banque centrale américaine décide de reprendre son cycle de baisse de taux, en pointillé, eh bien, sur les 12 mois qui ont suivi, en moyenne, la performance de la bourse américaine a été de 15%. Le trait en orange, c'est le comportement de la bourse américaine cette année. On repère effectivement le décrochage auquel on a assisté depuis le début du mois d'avril en lien avec l'instauration des droits de douane par M. Trump. La bourse américaine a déjà récupéré une bonne partie, totalement récupéré cette baisse et donc a continué de progresser. Selon nous, et si l'histoire est un guide, la hausse de la bourse américaine devrait se prolonger sur les prochains mois, attisée notamment par cette politique monétaire qui va devenir de plus en plus accommodante du côté des États-Unis. Bourse suisse, qu'en est-il? Ça n'a échappé à personne que la bourse suisse traverse une période un peu plus difficile, en tout cas en termes de performance relative par rapport aux marchés européens voisins, par rapport également à d'autres marchés comme les États-Unis ou les bourses émergentes. Beaucoup de la sous-performance de cette année du marché suisse est en lien avec l'instauration de ces droits de douane et cette pénalisation des exportations suisses en direction des États-Unis. Ça nous avait amené il y a quelques semaines à réduire la pondération des actions suisses dans les portefeuilles et dans nos grilles d'investissement, mais on n'est pas inquiet outre mesure à l'égard de la bourse suisse. Certes, il y a cette mauvaise passe provoquée par les droits de douane, mais ce que l'on constate, c'est qu'à l'échelle suisse, à l'échelle des actifs suisses, il n'y a pas tellement d'alternatives face à la bourse, face aux actions. Les obligations suisses ne rapportent quasiment plus rien. Les autres actifs libellés en francs suisses ont déjà beaucoup monté. En tout cas, ce graphique qui compare la prime de risque, ou en tout cas le supplément de rendement qu'offrent les actions par rapport au marché obligataire, c'est un des rares marchés à l'échelle planétaire qui offre une telle prime de risque, une telle prime de risque positive. Donc, une mauvaise passe à traverser pour la bourse suisse, mais on est assez convaincu qu'à un moment donné, la bourse suisse devrait proposer un certain rattrapage par rapport à un mouvement haussier auquel elle a peu participé, non seulement cette année, mais déjà l'année dernière. Enfin, un petit mot sur les monnaies. Donc, à commencer par le dollar. Le dollar a été très faible depuis le début de l'année. Et selon nous, cette période de faiblesse du dollar n'est peut-être pas terminée. Donc, qu'est-ce qui dicte donc le comportement des monnaies? Alors déjà, ce qu'il faut mentionner, c'est que on sait depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir, on sait que c'est quelqu'un et l'ensemble de son administration qui voit d'un bon œil le fait que le dollar recule, qu'il s'affaiblisse. De nouveau, on retourne sur une compétition commerciale qu'il essaye effectivement d'instaurer et de remporter à l'égard de ses partenaires commerciaux. Ça passe effectivement par les droits de douane. Et si en plus le dollar s'affaiblit par rapport aux autres monnaies, c'est un gain de compétitivité énorme pour les entreprises américaines. Donc le gouvernement américain, il a plutôt eu tendance à favoriser effectivement cette faiblesse du dollar sur les derniers mois. Mais ensuite, on a des facteurs fondamentaux. Les facteurs fondamentaux, c'est notamment donc la situation de déficit chronique à laquelle on assiste aux États-Unis depuis de très nombreuses années. Là, c'est au niveau du déficit budgétaire. Donc, le dernier excédent budgétaire qui a été affiché par l'administration américaine, ça nous ramène au temps de Bill Clinton. On voit que c'est un temps qui est bien lointain. Depuis, année après année, l'administration américaine affiche des déficits budgétaires. On sait également qu'il y a un déficit au niveau commercial. Donc, une situation de double déficit qui se creuse à l'échelle des États-Unis et qui fait que
les États-Unis, pour quelque part compenser ces déficits, double déficit aussi bien budgétaire que commercial, les États-Unis doivent attirer des capitaux pour compenser effectivement cette situation déficitaire, des capitaux qui proviennent notamment de la part d'investisseurs et qui notamment recherchent un rendement supérieur. Alors on a vu que la bourse américaine, elle offre des rendements et des performances très positives et qui ont eu tendance à surperformer les autres marchés sur les dernières années, mais c'est aussi un attrait en termes de rendement. Un rendement obligataire offert aux États-Unis plus important qu'ailleurs dans le monde, mais on est dans une situation où la Réserve fédérale américaine est en train de baisser ses taux d'intérêt, donc un moindre attrait des marchés obligataires américains, et ça, potentiellement, ça peut encore pénaliser le dollar américain sur les prochains mois, sur les prochains trimestres. Il y a un facteur qui aide aujourd'hui le dollar, c'est qu'il y a un tel pessimisme des investisseurs que potentiellement, de nombreux investisseurs qui voulaient réduire la part investie en dollars l'ont déjà probablement fait sur les dernières semaines ou sur les derniers mois, mais quand même un contexte qui n'est pas extrêmement favorable au dollar. Et puis, un dernier mot, le franc suisse par rapport à l'euro, donc l'euro contre le franc suisse exprimé sur ce graphique, on constate que sur les 5 dernières années, l'euro a beaucoup perdu contre le franc suisse. Le franc suisse a s'est beaucoup apprécié contre l'euro. On assiste quasiment depuis une année à une certaine stabilité de l'euro franc suisse. C'est quelque chose d'assez nouveau, donc c'est vrai que c'est assez inhabituel pour le signaler. Est-ce que cette stabilité du franc suisse contre l'euro va perdurer? Est-ce qu'éventuellement, potentiellement, l'euro peut récupérer un peu de terrain perdu face au franc suisse? On voit cette longue ligne de tendance baissière, hein. Donc l'euro qui a beaucoup perdu contre le franc suisse. Souvent, les cambistes, les intervenants de marché qui doivent hedger le risque de change, ils suivent ces lignes de tendance, et d'un point de vue graphique, lorsque effectivement on casse une ligne de tendance, et bien certains intervenants décident de moins hedger le risque de change, de moins couvrir le risque de change, ça pourrait éventuellement provoquer un certain sursaut de l'euro contre le franc suisse, qui pourrait rebondir vers 0,98, voire même la parité, même si le contexte à plus long terme reste celui d'un franc suisse qui, malgré les soucis temporaires que rencontre l'économie suisse, devrait rester assez fort pour les prochaines années, contre l'euro, mais contre également la plupart des monnaies, avec une économie qui, contrairement aux États-Unis, continue de dégager des excédents année après année. Et ça, c'est quelque chose qui traduit un contexte plutôt favorable pour le franc suisse. Merci Daniel. Donc dans cet environnement-là, quels sont les changements qu'on a peut-être opérés depuis les dernières semaines? On se rappelle qu'en début de l'été, on avait fait preuve peut-être d'une prudence exagérée, ou en tout cas une prudence alors que les délais accordés par Donald Trump arrivaient à expiration, et on s'attendait peut-être à un excès de volatilité sur les marchés durant l'été, volatilité qui ne s'est pas matérialisée. Maintenant qu'on a passé cette période, quels sont les changements qu'on a opérés dans notre allocation d'actifs? Alors oui, c'est important de rappeler effectivement qu'on était surpondéré sur les actions jusqu'à la fin du mois de juin, y compris durant la période d'instabilité des marchés en lien avec les droits de douane. On avait estimé effectivement à la fin du mois de juin que c'était nécessaire selon nous, selon notre scénario, de neutraliser cette surexposition aux actions. Tout simplement parce que, comme tu l'as mentionné, on arrivait à la fin de cette suspension des droits de douane, et selon nous, ça pouvait créer une certaine volatilité sur les marchés, à laquelle on n'a pas assisté, effectivement. Et à la fin du mois d'août, donc il y a environ un mois, on a décidé de réaugmenter la part allouée aux actions, donc de redevenir surpondéré sur les actions. Et on a fait cela notamment en réaugmentant les actions américaines. Donc, cette décision après coup, donc avec un recul d'un mois, était totalement justifiée. On voit que sur les 4 dernières semaines, eh bien, la bourse américaine, entre autres, a bien progressé.
et à aligner des records. Donc aujourd'hui, on est à nouveau effectivement dans cette position de surpondération des actions. Je l'ai mentionné, on a un peu réduit les actions suisses, probablement temporairement, en attendant d'y voir un peu plus clair sur l'impact sur l'économie suisse de ces droits de douane. Et on a renforcé par contre les actions européennes, les Européens qui sont moins lourdement taxés par M. Trump que les sociétés suisses. Et donc ça nous a incité et ça justifiait selon nous de faire effectivement un mouvement de sortie des actions, sortie marginale des actions suisses en direction de l'Europe. Ça, c'est le principal mouvement effectivement auquel on a procédé tout dernièrement sur les grilles d'investissement. Donc, les grilles d'investissement, les portefeuilles qui sont assez positionnés, on va dire, de manière assez confiante, hein, donc vers une poursuite de la croissance, non seulement de la hausse, non seulement de la bourse, mais de manière plus générale, des actifs qu'on appelle des actifs risqués, qui sont effectivement orientés, sensibles à une réaccélération économique. Donc, c'est notamment le cas des actions, mais également donc, de l'immobilier suisse qui profite effectivement de la détente sur les taux d'intérêt en Suisse. A mentionné également qu'on conserve une exposition assez importante en fonds alternatifs, donc les fameux hedge funds qui, sur les derniers mois, dernières années, affichent des performances qui sont vraiment très très bonnes. On reste sous-pondéré sur le dollar, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, et si on venait à casser des supports qui sont relativement sur le dollar, on n'écarte pas la possibilité de réduire encore cette exposition en dollars par le biais d'une couverture du risque de change supplémentaire sur le dollar face au franc suisse. Merci. Peut-être quelques questions, surtout sur l'économie américaine. On voit c'est quand même une large portion, les actions américaines de cette allocation d'actifs. On est depuis cette nuit en situation de shutdown aux États-Unis, donc une paralysie gouvernementale qui résulte d'un désaccord entre républicains et démocrates, notamment sur des questions budgétaires. Quelles sont les conséquences économiques, les impacts potentiels sur la bourse de cette situation? C'est une excellente question. Donc, peut-être rappeler pourquoi on est dans une situation pareille. C'est vrai que les États-Unis ont un plafond de l'endettement fédéral. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment au niveau des autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. C'est un cas un peu unique. Et effectivement, au fur et à mesure que la dette fédérale approche de ce plafond, sur les dernières années, pour ne pas dire sur les dernières décennies, ça donne souvent lieu à des négociations, à un bras de fer entre le parti au pouvoir et l'opposition. On est en plein dedans et c'est vrai que c'est des tactiques politiciennes pour obtenir des concessions. On a déjà observé ça par le passé et ça se reproduira sans doute à l'avenir tant que ce système de plafond de l'endettement perdure du côté des États-Unis. Ce que l'on a observé par le passé, c'est qu'effectivement, après une période de négociation, le shutdown s'arrête. Le shutdown, effectivement, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral ne peut pas continuer à s'endetter pour payer des dépenses courantes, eh bien, il doit faire avec ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Et donc, comme il ne peut pas faire plus, eh bien, on en vient effectivement à renvoyer des fonctionnaires fédéraux à la maison et puis réduire les frais courants pour éviter effectivement de franchir cette fameuse limite d'endettement. Comme je le mentionnais par le passé, c'est un contexte qui trouve toujours une issue. Et cette issue, elle est trouvée le plus souvent après quelques jours, parfois après quelques heures, mais de manière plus certaine, en tout cas après quelques semaines. Et donc les shutdowns, donc les fermetures du gouvernement fédéral les plus longues auxquelles on a assisté, c'était effectivement de l'ordre de quelques semaines. Quand les shutdowns durent quelques jours, ça n'a pas d'impact économique.
Quand ça dure plusieurs semaines, effectivement, ça peut avoir un impact économique, puisque, bien entendu, donc, il y a une certaine paralysie de l'économie américaine. En tout cas, les fonctionnaires, probablement, qui ne sont pas payés ou moins payés, ils rognent sur leurs dépenses. Mais c'est des dépenses qu'on rattrape un peu plus tard. Et voire même, donc, il y a des dépenses ou des investissements qui sont prévus, qui sont reportés dans le temps en attendant que les fonctionnaires fédéraux retournent au bureau et puissent éventuellement valider des projets qui sont en attente de décisions gouvernementales. Donc, on estime que l'impact sur le PIB de chaque semaine d'arrêt gouvernemental, c'est de l'ordre de 0,2%. Donc, bien entendu, plus cette période de shutdown se prolonge, plus l'impact économique sera important et potentiellement, ça peut effectivement occasionner une certaine volatilité sur la bourse américaine, voire même sur le marché obligataire américain. On n'y est pas encore, donc on est dans cette phase où les deux parties, le parti au pouvoir et l'opposition discutent, essayent d'obtenir des concessions. Si le shutdown dure est relativement court, ça ne va pas avoir d'impact. La consommation perdue sur quelques jours sera rattrapée, mais bien entendu, c'est quelque chose qui va devoir être suivi d'assez près. Nous, il nous semble que, compte tenu du contexte que l'on a décrit, cette période de volatilité, si elle devrait s'annoncer un peu plus forte que prévu, ce serait plutôt une opportunité d'achat sur les actifs américains et notamment sur la bourse américaine. Autre question sur notre positionnement en matières premières, 5%, qui est jugé peut-être conservateur par un de nos auditeurs. Au-delà de l'or, quels sont les positionnements qu'on a sur l'or et pourquoi ne pas considérer d'autres métaux dans cette catégorie? Alors, c'est vrai que ces 5% sont totalement investis en or. Et on est très content d'avoir ces 5% investis en or, vu la trajectoire du cours de l'or sur les derniers mois et sur les dernières années. Alors, c'est quelque chose qu'on a souhaité avoir effectivement dans les portefeuilles. On est convaincu que l'or était, depuis longtemps, était destiné à voir son cours progresser pour différentes raisons. On voit notamment que les banques centrales diversifient de plus en plus leurs réserves en direction de cet actif, réduisent leur exposition en dollars, en euros, parce qu'ils ont une moindre confiance dans ces monnaies et qui estiment qu'il faut avoir un socle d'or relativement important dans les réserves de change. Il y a aussi un effet d'assurance de portefeuille. On sait que l'or, quand tout va mal au niveau des marchés financiers, c'est quelque chose qui effectivement traverse ces périodes d'instabilité de manière relativement positive. Alors, ces 5% d'or que l'on a depuis pas mal de temps, c'est vrai que si on n'a pas fait l'effort de prendre des bénéfices, compte tenu de la forte progression de l'or cette année, qui est en hausse de l'ordre de 30 à 40%, eh bien, ça n'est déjà plus du 5%. Mais aujourd'hui, on recommande 5% d'or et pas forcément d'autres matières premières, même si on regarde de très près ce qui se passe sur les autres matières premières. La plupart des matières premières, excepté l'or, ont un lien assez direct avec l'économie. Et c'est vrai qu'on va regarder, compte tenu de notre scénario assez positif de réaccélération progressive, hein, ça va prendre un certain temps, réaccélération progressive de l'économie mondiale, potentiellement certaines matières premières seraient intéressantes à avoir dans les portefeuilles. Aujourd'hui, on n'a pas encore pris de décision, mais c'est quelque chose qui éventuellement pourrait être amené à changer dans nos portefeuilles. Et puis peut-être une dernière question avant la fin de ce webinaire sur la situation géopolitique en Europe, toujours avec ce risque qui provient donc de la Russie avec les récentes provocations peut-être de Vladimir Poutine. Quel impact sur l'Europe et comment considère-t-on ce risque géopolitique dans notre stratégie? Alors, ce risque géopolitique, c'est vrai que nous, on le considère relativement stable, on va dire un contexte mauvais, mais dans la stabilité. Et de manière assez régulière, on observe que potentiellement, on peut s'approcher d'une résolution de ce conflit pour quelques semaines plus tard être un peu déçu par rapport à ce conflit qui s'éternise. Nous, c'est vrai que
les risques politiques, on souhaite surtout les aborder d'un point de vue économique. Et l'impact de ce conflit, l'impact au niveau économique, au-delà d'une certaine insécurité que ça peut provoquer et des incertitudes que ça peut provoquer, l'impact et la courroie de transmission de ces événements politiques, c'est par le prix de l'énergie. On a vu cette forte progression du prix de l'énergie au moment de l'invasion de l'Ukraine, et depuis, les prix de l'énergie, que ce soit au niveau du pétrole, du gaz, ont fortement reflué. Donc aujourd'hui, ce risque économique provoqué par l'énergie, et donc qui est la courroie de transmission de ce risque politique, il est quasiment nul, ou en tout cas extrêmement mitigé, et ce n'est pas quelque chose qui devrait impacter durablement l'économie européenne ou l'économie mondiale, dans la mesure où effectivement ce conflit reste gelé, ce qui semble aujourd'hui le scénario le plus probable. Donc pas de, en tout cas à ce jour, une situation où potentiellement on n'aurait pas d'arrêt des combats qui probablement se prolongent, mais une situation relativement figée où aucun pays ne fait vraiment d'avancée réelle sur le front. Et donc ça, dans ce contexte-là, compte tenu de prix de l'énergie qui ont quand même passablement reflué, qui sont plutôt à des niveaux qu'on peut dire assez bon marché, d'un point de vue économique, l'impact est vraiment extrêmement minime. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci Daniel Varela pour ses réflexions sur les marchés financiers en cette fin d'année presque. Et je vous invite à tous, si vous avez des autres questions, à nous les adresser ou à contacter votre conseiller. Merci à toutes et à tous. Excellente journée. Merci.